Punta Cana, sur la côte est de la République dominicaine. L'une des plus grandes stations touristiques du monde. Toute l'année, une mer turquoise à 30 degrés et un grand soleil. La famille Galopin, venue de Montargis, passe 15 jours de vacances ici. C'est le concours, ce sera celui qui sera le plus bronzé. Et c'est du lait de coco. Et c'est du lait de coco. Voilà. Allez, vas-y, papa. Mets de l'huile, mets de l'huile. Allez, papa. Comme la plupart des touristes en République dominicaine, ils vont passer tout le séjour dans leur club de vacances. C'est un petit troupeau, hein. Avec 8 adultes et 5 enfants, cette grande famille a choisi Punta Cana pour son rapport qualité-prix imbattable. 1 200 € par personne tout compris, le vol depuis la France et pendant 15 jours, l'accès à des dizaines d'activités. 5 piscines, l'hébergement, la nourriture et même les boissons inclus. Ouais, margarita. Margarita, Jean-Luc. L'alcool à volonté. 3 margaritas. C'est aussi ce qui fait le succès des resorts de Punta Cana. Vitamines, beaucoup de vitamines, les Français. Cédric, le bon vivant de la bande, compte bien en profiter. C'est gratuit, c'est all inclusif. C'est ça qui est bien. C'est intéressant. Ah, c'est intéressant, c'est bien. On est en famille, donc c'est bien. Ah ouais, ouais. Ça évite de sortir tout le temps le porte-monnaie, tout ça, c'est ça. On paye tous notre tournée, là. Tu vois, chacun paye sa tournée. Elle est à la tienne, mon fiston. Allez, À la santé. tienne. Santé, les enfants. Punta Cana. Allez. Et après, on coule. Allez, va. Comme cette famille, 400 000 touristes français choisissent la République dominicaine chaque année. À 9 heures de vol de la France, la République dominicaine est la voisine d'Haïti, l'un des pays les plus pauvres du monde. À l'est de la mer des Caraïbes, Saint-Domingue attire au total 5 millions de visiteurs par an. Avec ses séjours à bas prix et son soleil toute l'année, c'est devenu la destination long courrier préférée des Français. La plupart ne connaissent que Punta Cana et ses 40 km de côte, happés par les grands complexes hôteliers. Pourtant, les plus belles plages se trouvent à l'autre bout de l'île, dans une zone encore préservée. Autour du charmant village de Las Terrenas, une enclave gauloise en plein milieu des Caraïbes. Les belles villas des Français sont devenues une cible de choix pour les cambrioleurs. Ma porte était fermée, ils l'ont fait péter à coups de machette. Donc les films d'horreur, tu vois ta porte qui vole et toi t'es derrière. Le pays attire, mais il a du mal à faire vivre son peuple. Sur 10 millions d'habitants, près de la moitié vivent sous le seuil de pauvreté. Alors certaines femmes font un choix radical. En République dominicaine, il existe des établissements très spéciaux, que l'on appelle les sex resorts. Comme des clubs de vacances, mais ici les prostituées sont inclus dans le prix. C'est pour ça qu'on vient ici. Une semaine de vacances au paradis. Le pays est pauvre, les gens n'ont pas d'argent, alors ces filles sont prêtes à tout pour en gagner. La petite île des Caraïbes est aussi devenue l'une des plaques tournantes du trafic de cocaïne dans le monde. En 2013, 10 tonnes de stupéfiants ont été saisies, surtout dans des zones où transitent les touristes, comme les aéroports ou les zones portuaires. Nous avons suivi une opération exceptionnelle de la police antidrogue. Aujourd'hui, nous incinérons 1165 kilos de cocaïne, ce qui représente 12 millions de dollars. Derrière la carte postale des vacances paradisiaques, plongée dans l'envers du décor de la République dominicaine. Tout le monde a un masque ou pas? C'est tout bon. C'est tout bon? Ça s'est arrangé? À Punta Cana, la famille Galopin quitte pour une fois son club de vacances. 2, 4, 6. Sure. Ils ont loué ces petits bateaux pour 20 € par personne. Ah, je peux pas, hein. Oh la vache. Première étape pour Annie, la grand-mère. Arrivée à monter à bord. Ouais. Madame, Oui. please. Ouais. Tu lui mets le pied en fait sur la ligne. Escabeau. Allez, Dale arriba. arriba. 2, 3. Une fois bien installée, la famille doit suivre un trajet imposé.
Le guide les emmène à seulement quelques minutes de leur hôtel. Il leur a promis un lagon paradisiaque pour admirer les poissons. Plusieurs dizaines de touristes bien bruyants sont déjà là. Ici aussi, l'alcool est à volonté. Cédric teste la spécialité locale. Ça, c'est du mamajuana. C'est la boisson aphrodisiaque de la République dominicaine. C'est du vin, du miel et de la racine de bois bandé. C'est pour accrocher maman ce soir. Donc je vais essayer, on va voir ce que ça donne. Avec l'alcool et la musique à fond, les galopins en oublieraient presque qu'ils sont venus observer les poissons. Mais ils vont être bien déçus. Y a rien? Alors, les garçons s'aventurent plus au large. Ils admirent ces petites espèces multicolores. Et une belle prise, en apparence. On a trouvé la langouste. Ouais, ça doit être de la trappe touriste puisqu'elle est morte. Habituellement, elle bouge. Hein. Après 1h30 en mer, le groupe doit repartir. Mais l'un des bateaux tombe en panne. Celui de la femme et de la fille de Cédric. Femme partie, nos bateaux. Entre l'alcool et la chaleur, le père de famille perd son calme. Là, nos fiches, nos bateaux pas marché, ça va pas. Faut redonner pesos, hein. Ah bah moi, pas trop, sinon pas trop, boum, hein. De retour sur la plage, Cédric ne décolère pas. Il est où le chef? Mais avant de voir le chef, on leur demande d'acheter ces photos de l'excursion. C'est $60. Combien? 60 $? Oh là! Eh, coupez la tête à moi, toi, hein. Ça va pas, ça, hein. C'est trop cher. Finalement, le patron arrive. On a eu un problème avec un bateau. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous voulez? Combien vous avez payé pour ce bateau? 40 €. 40 €? Ok, je vous rembourse, allez. Donc, il nous rembourse? Oui. Quand? Ouais. Tout de suite? Tout de suite, ouais. Ok, bah, non mais... Le patron est conciliant, mais les Français sont échaudés. Ils nous prennent vraiment pour les pigeons, c'est tout le temps, il faut donner de l'argent, donner de l'argent, donner de l'argent, donner de l'argent. Escroquerie. Ce qu'il y a, c'est qu'ils veulent tous maintenant attraper les touristes et du coup leur prendre leur argent. Rien n'est gratuit en fait. Rien n'est gratuit, tout. Tout est très très cher. La preuve, on a un bateau qui marche pas, et si on dit rien, bah on s'en va dans l'hôtel et puis on s'est fait avoir. Alors la famille va faire comme la majorité des touristes ici. Rester dans leur hôtel. Car dans les resorts tout inclus de Punta Cana, on fait tout pour occuper les visiteurs. Ces immenses complexes sont construits comme des villes dans la ville, avec centre commercial, théâtre, clinique médicale et une dizaine de restaurants. Pendant tout le séjour, on mange ici matin, midi et soir, et il y a le choix. Restaurant français et ses petites lumières tamisées, l'italien et son pizzaiolo, le japonais et ses deux cuistots qui jouent le folklore. Mais là où il y a toujours le plus de monde, c'est au buffet à volonté. Une immense cantine que dirige le chef Daniel. Là, on va faire des bananes glacées. Il est 18h30, le buffet vient d'ouvrir. Ici, le choix est gigantesque. Ici, c'est le buffet italien. Pizza, bruschetta, focaccia, concombre farci, une grande variété de charcuterie, de la salade de poulpe. Des quantités industrielles de nourriture. Pourtant, tout est frais. Le chef nous assure que tout est fait maison. Rien n'est surgelé ou industriel. Tout est préparé au jour le jour. Mais quand nous demandons à voir les cuisines, vous ne pouvez pas avancer davantage là. On se demande où sont les cuisiniers censés préparer tous ces produits frais. À la place, on aperçoit plusieurs paquets de surgelés. Mais pas le temps d'en savoir plus, on nous demande de quitter les lieux. Ah, on ne peut pas rentrer ici?
On peut pas rentrer? Non, je n'ai pas le droit. Vous savez pourquoi? Non, pour rien. Finalement, ce sont les clients qui jugent la qualité des plats. 22 h, le buffet va bientôt fermer. Les galopins viennent dîner. Alors là, je prends les carottes pour le bronzage. C'est bon pour le bronzage, les carottes. Ça va surtout me rendre aimable. J'ai pas trouvé le riz, moi. Bah maman, le riz, il y en a plein là-haut. Là où ça? Là-bas, il y en a plein, il y en a là, il y en a là, il y en a là. Il y a rien à manger. Elle trouve rien, il y a rien à manger. Il y en a plein. Pourtant, il y a du choix, ouais. Mais des fois, il y a du choix, mais bon, c'est un petit peu cuisiné, voilà quoi. C'est que de l'os. De l'os. De l'os. De l'os en sauce. La qualité laisse à désirer. Alors souvent, les assiettes repartent pleines. Là, je goûte à ça. Ça n'a aucun goût, c'est fade, c'est sec, c'est huileux. On voit bien, c'est... Et ça, donc c'est gâchis parce que du coup, c'est pas bon. C'est pas bon, donc beaucoup de gâchis. Avec une centaine de resorts dans le pays, ce gâchis a des conséquences à très grande échelle. À seulement 3 km de Punta Cana, derrière les façades aseptisées des all-inclusive, on découvre cette immense décharge à ciel ouvert. C'est ici que les hôtels déversent chaque jour leurs ordures. Restes alimentaires, plastique, électroménager. Avec la chaleur et le soleil, ces déchets s'embrassent en permanence. Damas, 32 ans, vit juste à côté de cette décharge. Regardez toute cette nourriture. Tout ça, ça vient des hôtels. Regardez tout là-bas. Toute la nourriture jetée par les hôtels. Plus surprenant encore, une petite économie s'est développée sur la décharge. Les habitants du coin viennent trier les ordures à main nue et sans aucune protection. Il y a ceux qui récupèrent les déchets alimentaires pour nourrir leurs animaux et ceux qui trient le plastique pour les vendre à des entreprises de recyclage. 31. Un travail qui rapporte moins de 5 € par jour. Sur la décharge, on rencontre même des enfants parfois très jeunes. Ils viennent souvent aider leurs parents. Quel âge as-tu? Oh non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ans. Pour l'instant, Damas ne travaille pas ici. Mais il y sera peut-être bientôt contraint. Il vient de perdre son travail de jardinier dans un hôtel 5 étoiles de Punta Cana. Il vit seulement à quelques mètres de la décharge, dans cette petite cabane insalubre. Voilà mon fils. Avec sa famille. Ma femme et mon bébé. Viens ici, mon bébé. Moins de 10 mètres carrés pour loger 4 personnes, sans eau ni électricité. Voilà ce qu'on mange. Du riz blanc, des haricots, et voilà, c'est tout. C'est ce qu'on mange tous les jours. On n'a pas les moyens d'acheter de la viande. Avec sa femme, Damas a quitté Haïti il y a 10 ans en espérant une vie meilleure de l'autre côté de la frontière. Je savais qu'il y avait beaucoup de touristes ici. Alors je pensais que ce serait facile de trouver du travail. Qu'ici, on gagnait très bien sa vie. Mais non. Damas a perdu ses illusions. Il envisage de quitter la République dominicaine pour tenter sa chance ailleurs. Mais pour beaucoup d'étrangers, le pays reste un Eldorado. Dans la péninsule de Samana, au nord-est de l'île, il existe un petit coin de paradis, Las Terrenas. Des plages où l'on se sent seul au monde. Une nature préservée. Des petites maisons au bord de l'eau. Ce village, des Français se le sont appropriés. Ils sont 3000 à vivre ici à l'année.
Dans ce fief gaulois, en pleine Caraïbe, on joue à la pétanque. Allez, tout pour un. On trouve facilement du camembert et du bon vin. Partout dans les rues, des enseignes en français. L'incontournable boulangerie. Toute la presse hexagonale. Même la place principale a été rebaptisée. L'autre côté. Et quand l'équipe de foot tricolore dispute un match, c'est l'effervescence au bistrot. Bœuf bourguignon au menu et télévision en français. Avec cette invasion gauloise, en quelques années, la population du village a doublé. Mais il y en a un qui est là depuis bien plus longtemps. Laurent a quitté son Saint-Tropez natal il y a 25 ans. C'est le premier Français à avoir découvert Las Terrenas. Il était venu en vacances, il n'est jamais reparti. Allez. Ben, le plaisir qu'il y a tous les matins en allant au boulot, c'est de voir ça. C'est vrai qu'on s'en lasse pas, quoi, parce que tous les jours il y a des couleurs différentes. Non, c'est assez extraordinaire. Quoi dire de plus que de regarder, hein. Laurent dirige l'une des plus grosses agences immobilières de l'île. Son créneau, développer une alternative aux grands resorts. Il propose aux touristes de louer des villas de luxe comme celle-ci. Des airs de Miami, la nature et la mer des Caraïbes en plus. Pour le même prix qu'un all-inclusive de Punta Cana. Hola. Laurent gère une centaine de maisons qui appartiennent pour la plupart à des investisseurs américains. Dans chacune de ces villas, du personnel à plein temps chouchoute les clients. Femme de ménage et cuisinier à domicile pour cette propriété de 350 mètres carrés, avec vue sur la mer, qui peut accueillir jusqu'à 12 personnes. Cette semaine, les clients viennent du Venezuela. Vous avez l'air bien là, non? Super, excellent. C'est confortable. C'est comme à la maison, mais avec le confort d'un hôtel. C'est super. 2 700 € la semaine au total. Pour cette famille, cela revient à 200 € par personne. Beaucoup de personnes ont envie maintenant un tourisme un peu plus original, c'est-à-dire louer une maison, louer un appartement, venir en famille, se regrouper en famille. C'est des vacances à la carte. Sa formule séduit de plus en plus. Sa clientèle a augmenté de 20% cette année. Mais dans un pays où presque la moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté, avec moins d'1 $ par jour, l'arrivée des Français et de leur belle villa ne s'est pas fait sans heurts. Une vague de cambriolage, parfois très violent, touche les expatriés. Il y a 9 ans, José s'est installée dans cette belle demeure dont elle a dessiné les plans et choisi chaque détail. Mais depuis quelques mois, elle ne s'y sent plus en sécurité. À 2 reprises, elle a été attaquée dans sa chambre en pleine nuit. Je vais arriver donc trois mecs avec des masques et armés. Donc je leur ai dit, allez-vous-en, j'ai appelé la police, je vais vous dire qu'on n'appelle rien du tout dans ces cas-là, on a la trouille de sa vie. Ma porte était fermée, ils l'ont fait péter à coups de machette. Donc les films d'horreur, tu vois ta porte qui vole et toi t'es derrière. Et puis après, bon, bah, ils ont volé tout ce qu'ils ont pu. Ils voulaient de l'argent, ils voulaient le passeport, ils voulaient... Et comme je voulais rien donner, ben, ils m'ont massacré. Et depuis, je peux dire quand même que depuis, je dors pas bien. Tu dors pas bien. À l'époque, José s'en sort avec des hématomes sur tout le corps. Depuis cette expérience traumatisante, elle s'est entourée de 3 Rottweilers. Alors ça, c'est le méchant de la maison. Mais là, il fait pas du tout méchant. Quand on est méchant avec moi, il attaque. Déjà, du moment que quelqu'un me menace, c'est arrivé. À la porte, là même, quelqu'un qui est arrivé avec une batte de baseball, ben, il est reparti, il n'avait plus de pantalon.
Il avait toujours sa batte de baseball, mais il n'avait plus de pantalon. Voilà. En plus des chiens de garde, elle a installé des fils barbelés tout autour de sa maison. Et elle a même investi dans un attirail de vidéosurveillance. Le paradis est devenu une prison. Surtout en ce moment, avec la crise, les gens n'ont pas d'argent. Et c'est une réalité aussi, ils ont quand même faim. Donc voilà. Nous, avec nos grosses maisons, quand tu vas en bas, tu vois les petites cases, tu peux aussi comprendre, quoi. Voilà, je comprends, mais je me protège. La plupart des Dominicains ne profitent pas des retombées économiques du tourisme. Derrière les séjours à bas prix, il y a en réalité des milliers de petites mains sous-payées. Jardiniers, serveurs, femmes de ménage, ils gagnent autour de 100 € par mois. Alors pour faire vivre leur famille, certaines femmes font un choix radical. Ici, la prostitution et le racolage ne sont pas interdits. Seul le proxénétisme est illégal. Certains établissements s'arrangent avec la loi. Ce sont les sex resorts. Comme des clubs de vacances, mais ici les prostituées sont inclus dans le prix. Un seul d'entre eux a accepté de nous ouvrir ses portes. C'est un petit motel dans lequel une trentaine de filles se relayent en permanence. Ici, elles sont logées et nourries gratuitement et elles peuvent gagner jusqu'à 350 € par semaine. 10 fois plus que si elles travaillaient comme serveuses dans un hôtel classique. Elles sont souvent mères de famille. Il faut qu'on travaille pour gagner de l'argent pour nos enfants. Vous avez des enfants? J'ai 5 enfants. Ici, je gagne de l'argent rapidement. Ce n'est pas un bon travail. Il y a beaucoup de clients qui se comportent mal, verbalement et sexuellement. Donc ce n'est pas bien, mais c'est le mieux qu'on ait trouvé. Ces filles se forcent à garder le sourire. Elles doivent donner le change face aux clients. Ils viennent souvent d'Amérique du Nord, comme Bob et Andy, originaires de New York. On a fait un long voyage pour trouver cet endroit. C'est un terrain de jeu pour gentlemen. Ici, un homme est vraiment un homme. On oublie tout. On s'amuse beaucoup, c'est sûr et pas cher. On adore. Les deux amis sont juste venus passer l'après-midi ici. L'entrée est gratuite. Pour aller plus loin, ils devront payer 27 € pour 2 heures. Pour que le business reste légal, le client paye séparément la chambre à l'hôtelier et la prestation directement à la fille. Officiellement, il n'y a pas de proxénétisme. Les jeunes femmes sont payées à la passe, alors elles font tout pour être choisies par les clients. 25 ans toutes les deux? Non, moi j'ai 28 ans. Ah, 28 ans? C'est difficile de choisir? Tu m'étonnes! Profiter de la pauvreté de ces femmes ne semble pas poser de problème aux deux Américains. Le pays est pauvre, les gens n'ont pas d'argent, alors ces filles sont prêtes à tout pour en gagner. Moi, je viens danser un peu, m'amuser. Je leur donne un bon pourboire et tout le monde est content. Bob s'est contenté d'une petite danse. Allez, on va découvrir cette chambre. Andy, lui, n'hésite pas à louer une chambre. Oh, on a la suite royale. Comment tu trouves le lit, ma chérie? Mais le meilleur client de l'hôtel se trouve dans la chambre d'à côté. Il est en train de se préparer pour son 4e rendez-vous de la journée. Bon, je suis prêt. Don est canadien. Depuis 2 ans, il vient passer des semaines entières ici, tous les 3 mois, sans aucun scrupule. Je l'appelle mon carnet porte-bonheur. Parfois, j'ai 2 filles en même temps. Parfois juste une. La dernière fois, j'ai eu 133 rendez-vous en 2 semaines. C'est le record, hein. Ils l'ont mis dans leur newsletter. Comment vous faites? Dieu merci, il y a le Viagra. En République dominicaine, Don a rencontré des centaines de jeunes femmes. Mais il ne connaît rien de leur vie. Maria est la benjamine du groupe, elle a 19 ans. Elle a accepté que nous l'accompagnions dans sa famille.
Elle vit dans ce quartier populaire de Puerto Plata, l'une des plus grandes villes de l'île. Quand elle rentre chez elle, finit le maquillage et les tenues provocantes. Maria habite cette petite maison avec ses parents, ses 2 frères et sa nièce. C'est ma maman, lui c'est mon frère, et là c'est mon père. La mère de Maria ne travaille pas et son père vient d'être licencié. C'est elle qui subvient aux besoins de la famille. Combien tu veux pour ton téléphone? 25 pesos. Tiens, voilà. C'est ma petite préférée. Elle est très gentille avec moi, vraiment très gentille. Elle m'aide beaucoup. Qu'est-ce qu'elle fait pour vous aider? Quand nous n'avons pas d'argent pour la nourriture, elle nous aide. Une manne providentielle, alors il ferme les yeux sur son travail. Qu'est-ce que vous savez de son travail? Maria, qu'est-ce que je dis? Elle me dit qu'elle travaille dans un hôtel. C'est tout ce que je sais. Je ne suis jamais allée à son travail. En République dominicaine, beaucoup de jeunes femmes font comme Maria. Les prostituées ciblent surtout les touristes étrangers. En particulier dans les boîtes de nuit de l'île. À l'extérieur, c'est une autre forme de racolage qui attend les visiteurs, avec ce dealer à moto. Qu'est-ce que vous vendez? De la marijuana et de la cocaïne. Je vous donne le prix en dollars. 50 $ le gramme de cocaïne. 50 $ le gramme. Et la marijuana? La marijuana, c'est 10 $ le gramme. Entre les mains de ce dealer, plusieurs grammes de poudre blanche. La République dominicaine est devenue l'une des plus grosses plaques tournantes du trafic de cocaïne. D'abord, en raison de sa situation dans les Caraïbes. Elle est à mi-chemin entre les centres de production comme la Colombie et le Venezuela. Et les centres de consommation comme les États-Unis et l'Europe. Dans ce port de commerce, près de Santo Domingo, la police antidrogue vient de faire la plus importante saisie de l'année. À l'intérieur de 2 containers venant du Costa Rica et qui devaient prendre la mer pour Barcelone. Au siège de la police, Miguel Medina, le porte-parole, est fier de nous présenter sa plus belle prise. Les paquets étaient dans ces sacs. Il y avait 32 sacs, comme ça. Au total, nous avons saisi 1053 paquets. 1053 paquets, plus d'1 tonne de cocaïne. Pour l'occasion, la police a convoqué la presse. 10 personnes ont été arrêtées dans cette affaire. Elles sont entendues par la police et le parquet. Le gouvernement tient à montrer à sa population et aux touristes qu'il lutte activement contre le narcotrafic. Mais une fois la drogue saisie, la mission des autorités n'est pas encore terminée. Le lendemain, à 5 h du matin, les 1100 kilos de cocaïne sont gardés sous haute sécurité, derrière ces murs. Chacun monte dans son véhicule. Dépêchez-vous, on va y aller. Francisco dirige une opération commando. Il doit transporter la cocaïne vers un endroit tenu secret pour ensuite la détruire. Ouvrez la chambre forte. Ce chargement vaut 12 millions de dollars en République dominicaine et 5 fois plus à la revente en Europe. Alors une vingtaine de militaires, lourdement armés, sont là pour le protéger.
On est tous là? Bon, ok. Une première équipe dans ce véhicule, une autre dans celui-là. Allez, je veux tout le monde à sa place. Les hommes se répartissent dans 5 véhicules blindés. Ils doivent parcourir 40 km jusqu'à un camp militaire en dehors de la ville. Francisco ouvre le convoi. Il est en première ligne en cas d'attaque. Tout le monde est tendu. C'est une grosse responsabilité. Il y a un vrai risque à transporter ce genre de marchandises. C'est risqué. Tout peut arriver. Pour l'instant, on a eu de la chance. Le plus dangereux est de rester bloqué dans la circulation. C'est quand il est immobile que le convoi peut être pris pour cible. Traverse, vite, remonte. Il faut absolument se déplacer rapidement. Les narcotrafiquants ont l'habitude d'affronter les autorités. Ils sont organisés, ils ont des armes, ils ont de l'argent. Ils sont bien renseignés. Il faut qu'on soit plus rapide qu'eux. Après 40 minutes de trajet sous tension, le convoi arrive finalement au camp militaire. La zone est sécurisée. Toute la drogue saisie sur le territoire dominicain doit être incinérée ici, une fois par semaine. Aujourd'hui, le butin est impressionnant. Il y a les 1100 kilos de cocaïne découverts au port de commerce et d'autres petites prises sur des dealers dans la rue. Quand ça va s'enflammer, ça va être très fort. Éloignez-vous. Tout doucement. Allons-y. Depuis le début de l'année, Francisco et ses hommes ont détruit plus de 5 tonnes de stupéfiants. Ces affaires préoccupent de plus en plus les touristes. À Punta Cana, c'est le dernier soir des vacances pour la famille Galopin. Juan Morito, Dernier cocktail. Coco Loco avec vitamine. Et dernière danse endiablée sur des airs caribéens. T'as chaud, mon papa, hein? Un bisou. Le lendemain matin, avant de prendre l'avion, finit l'insouciance. La famille s'inquiète pour son voyage retour. J'espère qu'ils n'ont pas démagnétisé. Voilà. Allez hop. Voilà. Et 120 kilos de bagages. Voilà. Ils ont au total 14 valises. Et on a acheté des cadenas. Hein. Toutes vont être équipées de cadenas. La famille a entendu que la drogue circule à grande échelle en République dominicaine. On vient sans cadenas, mais quand on repart, il en faut absolument un. Voilà. Voilà, parce qu'ici, c'est très... Il a investi dans les compliqué, on va dire. Voilà. Disons qu'ils mettent de la drogue dans les valises et puis ils attendent qu'on passe. Et ils essayent de réceptionner à la sortie quand les bagages arrivent. On sait que c'est un pays qui est grave à ce niveau de drogue, donc il faut faire très attention au passage de la douane. Allez, go. Avec leur cadenas, les Galopins rentreront en France, l'esprit tranquille. Le Quai d'Orsay recommande aux voyageurs français de vérifier le contenu de leur valise avant le départ. Car les trafiquants profitent de l'afflux de touristes pour faire passer leur chargement dans certains bagages. Et parfois même à l'insu des voyageurs. C'est ce qui serait arrivé à Liana Guillon. En avril 2012, cette Française revient d'une semaine de lune de miel avec son mari et leur bébé. On les voit sur ces images de vidéosurveillance de l'aéroport. Liana dépose son bagage à main. Il était censé contenir les affaires de son fils. Mais quelques secondes plus tard, la police y découvrira 11 kilos de cocaïne.
La Française clame son innocence depuis 2 ans et demi. Elle est détenue à la prison des femmes de Narayo, près de Saint-Domingue. Malgré son casier judiciaire vierge, Liana a été condamnée à 8 ans de réclusion criminelle. Exceptionnellement, nous avons été autorisés à la filmer au parloir. La jeune femme vit très mal sa détention. Elle a perdu plus de 20 kilos. Une des dernières photos voilà, du bonheur avant de venir ici. Quand je me lève tous les matins, j'ai peur en ouvrant les yeux. C'est nul ce que je dis, hein, c'est peut-être ridicule, mais j'ai pas envie d'ouvrir les yeux. Je me dis, bon, allez, t'es pas là où tu crois que tu es. J'ai une compagne qui s'est mise en colère, qui a commencé à m'insulter, qui m'a fait voilà, cette chose-là, qui m'a donné un coup ici et qui m'a menacé avec un crayon. La prochaine fois que elle m'a dit en espagnol, ça donne la próxima vez que te atreves a mencionar mi nombre, te mato. Nous lui montrons la vidéosurveillance de l'aéroport juste avant son arrestation. Elle en est persuadée. Sa valise a été échangée par des trafiquants. Il est fort probable qu'on nous ait tendu un piège pour pouvoir passer un bagage avec beaucoup plus de drogue dedans. Parce que de ce fait-là, nous, on attire l'attention. On a une valise qui est pleine de drogue. Le fiscal qui n'était pas là, mais la police qui est là, se concentre sur nous. Et les autres peuvent passer tranquillement. Liana se bat comme elle peut pour faire reconnaître son innocence. Mais il n'y a eu aucune enquête et elle a été lourdement condamnée. Son seul espoir est désormais de rentrer en France, même sous les verrous. Elle a demandé son transfert. En France, près de Saint-Étienne dans la Loire. Ses proches ne comprennent toujours pas ce qui s'est passé. Liana a été adoptée quand elle était toute petite. Elle n'a jamais manqué de rien. Un papa ingénieur polytechnicien et une maman artiste pour qui l'arrestation de sa fille a été comme un coup de tonnerre. Au début, on se dit, bon, ça va être une petite semaine, le temps que les choses se rétablissent. Pour nous, il était absolument impossible, mais impossible, qu'elle ait fait une chose pareille. Pour moi, ma fille ne pouvait pas faire une chose pareille, parce qu'elle n'avait... Ça n'était pas du tout dans ses mœurs, ni dans quoi que ce soit. Je me suis posé des questions sur comment elle s'était fait piéger, par quels moyens, qu'est-ce qui s'était passé, et c'était une victime. C'était tout. On va peut-être le regarder là-bas, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Liana est maman de 5 enfants. Ils n'ont pas revu leur mère depuis son arrestation. Nous allons leur montrer les images que nous avons tournées en prison. Ça veut dire prison des femmes. C'est les fils électriques? Oui. Tu vois, t'as des barreaux partout quand même. Oui, t'es sûr que tu peux pas t'échapper? On s'échappe pas de prison là-bas, on vous tue si on s'échappe. Notre mode de vie. Elle a changé, maman? Elle est maigre. Oh là là. Elle est belle toujours. Ah bah oui. Elle est toujours belle, hein? Un courrier de ma fille. Tu te rappelles? Oh, c'est mon courrier. Maman, comment vas-tu? Moi, je vais bien. Tu sais, demain, je vais à Péronne. Parce que 2 ans et demi sans une maman, c'est vraiment horrible pour des enfants. C'est horrible pour les autres aussi, les autres membres de la famille, les amis, mais pour des enfants, c'est vraiment horrible. Maman, elle me manque et puis voilà. Elle me manque et puis c'est que je me demande toujours pourquoi elle est en prison alors qu'elle n'a rien fait. Depuis notre tournage, Liana Guillon a été transférée à la prison de Fresnes, en région parisienne. Elle envisage de demander sa grâce au président de la République. En France, dans des milieux moins favorisés, un trafic étonnant existe. Dans certaines cités, des dealers proposent à des habitants, souvent sans histoire, de prendre d'énormes risques pour de l'argent. Quelques milliers d'euros pour aller chercher de la cocaïne à l'autre bout du monde. En République dominicaine, nous avons retrouvé l'une de ces mules.
Isabelle a 55 ans. Il y a 8 ans, cette mère célibataire de 4 enfants perd son travail et accumule les dettes. Dans sa cité, elle évoque ses problèmes d'argent. Et l'un de ses voisins lui fait une proposition incroyable. En échange de 4 000 €, elle doit venir chercher 8 kilos de cocaïne. Au départ, quand ils m'ont fait cette proposition, je voulais pas trop le faire. Et puis après, je me dis... En fait, c'est l'argent, on croit que c'est de l'argent facile. Ils vous mettent ça sur un plateau comme si c'est juste venir, prendre les kilos et rentrer chez soi, quoi. Les trafiquants organisent tout le voyage d'Isabelle. Pour ne pas éveiller les soupçons, ils lui payent une semaine dans un club de vacances, comme une touriste lambda. Elle ne revient à la réalité que le matin du départ, quand elle doit donner son bagage à des complices qui vont y placer la cocaïne. J'ai pris la valise, je l'ai enregistrée, et puis je suis allée à la salle d'attente en attendant le départ. Et je crois que c'est au bout d'une demi-heure, 45 minutes. J'ai entendu mon nom, on m'appelait avec le haut-parleur. Là, je savais que j'allais être arrêtée. Dans sa valise, la police découvre finalement 16 kilos de cocaïne. Isabelle sera condamnée à 8 ans de prison. Depuis quelques semaines, elle est en liberté conditionnelle et vit chez une amie. Mais pour entrer en France, elle doit régler une amende de 2 500 €. Judith, ça va? T'as mangé? Une somme qu'elle n'a pas pour l'instant. Mais Isabelle garde l'espoir. Elle vient d'être engagée comme prof de français dans un collège, de quoi faire des économies et revoir bientôt ses 4 filles. Ça, c'est ma fille Aurélie. Il y a longtemps, parce que ça, c'est Maëva, ma petite dernière. Elle a 20 ans maintenant, elle devait avoir 5 ans. À son arrestation, elles sont allées vivre avec leur père. Je les ai pas revues depuis 8 ans. Enfin, depuis que je suis arrivée en prison, je les ai jamais revues. Comment ça se fait? Ils n'ont pas les moyens de venir. Et comme moi, je ne peux pas partir, donc comme ça. Tous les jours, Isabelle regrette d'avoir accepté la proposition des dealers de sa cité. Elle ne les a pas dénoncés. Ils n'ont pas été inquiétés. J'ai perdu 8 ans de ma vie, 8 ans que je n'ai pas élevé mes enfants, que je ne les ai pas vus grandir. Je ne les ai pas vus évoluer dans la vie. Je n'étais pas là quand ils ont eu leurs enfants. Mes petits-enfants. C'est tout ça que j'ai perdu. Comme Isabelle, il y a actuellement 17 Français privés de liberté en République dominicaine. Tous pour trafic de stupéfiants. Malgré ses côtés sombres, le pays attire chaque année de nombreux Français en quête d'une vie plus douce, au soleil. La région de Sosua, au nord du pays. C'est ici que Thierry et Julie se sont installés il y a 1 an avec leurs 3 enfants. C'est bon, doucement. Maman, je peux y aller? On va y aller. Attends. Tu vas y aller, mais elle est froide là. Ils n'ont pas hésité à vendre leur maison et leur hôtel-restaurant réputé en France pour s'installer ici. Papa, je peux faire ça avec toi. Ah non. Non, on va sauter là. Et profiter des plaisirs de la nature dominicaine. On n'a pas besoin de se dire faut attendre juillet-août pour aller se baigner dans un lac, quoi. On peut y aller au mois de décembre, on peut y aller en novembre, on peut y aller à n'importe quel moment. Attention! Oh, le plaque à la tête. Allez, hop, allô? Mais Thierry et Julie ont surtout quitté la France pour se lancer dans l'aventure de leur vie. La création d'une chaîne de restaurants français. Ils ont loué ce fonds de commerce qui vaut 77 000 €. Ce sera leur premier restaurant. Ça te vise bien. Et puis après, on va regarder pour en mettre un. Immortaliser le moment. Ouais, du panneau. C'est important quand même. Hein. Allez, on continue. Hein. On continue. C'est parfait. On continue, allez. Dans 4 heures, le restaurant ouvre ses portes.
Ils ont déjà une trentaine de réservations, mais rien n'est encore prêt. C'est pour fixer les trucs des tabourets. Vous êtes dans les temps? Non. Non, mais on va y être. On n'a pas le choix? Ben voilà. La pub est lancée? La pub est lancée, les gens ont réservé. Donc il faut pas se rater. Pour gérer le restaurant, ils ont embauché Quentin et Caroline, qui sont arrivés de France la veille. Angelo, il faut qu'il a... Mais les problèmes de dernière minute s'enchaînent. La table, elle se met où? C'est le petit arbre qui est jaune. Il y a d'abord cette table d'extérieur qui est censée s'encastrer dans un arbre. Pour la passer, il n'a pas pensé qu'il fallait que la table s'ouvre. Donc automatiquement, il faudra maintenant qu'il me trouve un système, soit que ma table s'ouvre, ou sinon, faut qu'on coupe l'arbre. Mais je vois plus l'intérêt. Après, l'intérêt, c'est d'avoir l'arbre au milieu, quoi. Des soucis de plomberie. Un petit endroit où ça fuit. On va régler ça, on va appeler le plombier. S'il veut bien venir nous dépanner un samedi. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe avec le frigo? Et ça ne s'arrange pas en cuisine. Le frigo est en panne. Il a lâché? C'est le radiateur qui a lâché? Tu crois que tu peux le réparer pour ce soir? Je suis en train d'essayer, mais je crois pas. En France, le couple a dirigé un grand hôtel-restaurant pendant plusieurs années. Ici, pour se démarquer de la concurrence, ils se sont associés avec un sommelier et ils ont construit cette cave à vin avec des bouteilles importées de France. Une première dans un restaurant en République dominicaine. Margot, le château Margot. Ce sera presque une bouteille de collection, hein, c'est juste... Une bouteille de collection, pour la beauté de la cave. Dans quelques minutes, les clients arrivent. Ça y est, me voilà. Julie a mis sa plus belle robe. Elle va s'occuper du service. J'ai jamais fait aussi rapide. Thierry, diplômé d'une grande école hôtelière, s'affaire en cuisine. Il concocte un menu unique avec amuse-bouche, entrée, plat et dessert. Hop. Un menu à 17 €. Un pari pour la République dominicaine où la restauration est en général beaucoup moins chère. Ce soir, le plat principal, c'est une déclinaison autour du canard. Une viande très rare sur l'île et à laquelle le palais des clients n'est pas habitué. C'est super, super, super joli et super chaud et super lourd. Attention, les assiettes sont très chaudes. Très chaudes. Cette grande table, ce sont des expatriés qui habitent juste à côté. Le couple espère en faire des habitués. Je ne vois pas le magret. Mais il y a un problème dans une assiette. Il est où le magret là? Magret, t'as tout de suite magret. Donc j'avais raison, je ne suis pas folle. Je suis désolé. Il manque cette petite partie-là dans l'assiette. Et voilà, on recommence. Julie tente de faire bonne figure. Il s'était sauvé le magret. Elle sait que l'avenir de son restaurant se joue aussi sur ces petits détails. Mais le plus important ce soir, c'est le verdict de leur tout premier client. C'est délicieux, on voit que c'est frais. C'est à tomber. Ça vous a plu? Oui, c'était bien. Ben, j'ai dit à Étienne, hein, ça veut dire ce que ça veut dire, quoi. D'accord. Ça fait plaisir. Les clients reviendront, mais la soirée a-t-elle été rentable? 23h30, fin de service. Ça fait environ plus ou moins 41 000 pesos. Ce qui fait... 700 €. 700 €. C'est très bien. Il faut que ça continue comme ça. Pour tout le monde, et ce sera très bien. Ils espèrent ouvrir une dizaine de restaurants comme celui-ci. Mais le couple voit encore plus grand. À 1 heure de route de leur restaurant, nous sommes dans une zone encore très sauvage. C'est ici qu'a été tournée une partie du film Jurassic Park. Thierry et Julie se sont lancés dans un gigantesque projet. Avec 3 autres associés, ils gèrent la construction de ce domaine résidentiel haut de gamme, un investissement total de 400 000 €. Donc voilà, jusqu'au palmier. Vous redescendez derrière les écologes. Vous allez jusqu'en bas au niveau des arbres et vous redescendez derrière ces maisons-ci. En fait, il y a 6 maisons encore qui sont derrière, qui sont construites.
Et là, le domaine se referme ici. En tout, on a 65 hectares. Dans quelques mois, il y aura ici une cinquantaine de villas, un spa et un hôtel-restaurant. Thierry veut attirer la clientèle française avec un argument très convaincant. Il faut compter sur les petites villas avec une chambre autour de 120 000 €, sur les grosses maisons jusque 250 260 000 €. C'est là à peu près la moyenne. Terrain, construction, clé en main en fait. Les gens n'ont plus qu'à meubler. C'est beaucoup moins cher qu'en France. Oui, c'est sûr, parce que sur une maison comme ça en France, sur la Côte d'Azur, une villa comme ça, vous êtes à 750 000 €. Vous êtes à 3 fois le prix, quoi. Des maisons très bon marché, grâce à une main-d'œuvre peu chère et une fiscalité avantageuse. C'est aussi ce qui a convaincu le couple de tout quitter en France pour s'installer ici. Les petits se sont vite adaptés à leur nouvelle vie sous les tropiques. C'est plutôt sympa. Pourquoi c'est sympa? Parce qu'il y a du soleil, il y a la mer, qui est chaude aussi. La petite dernière parle même couramment espagnol. Et tu nous chantes un peu ta chanson là, que t'as appris? Ta chanson que tu as appris à l'école. Bravo! Comme cette famille, de plus en plus de Français viennent s'installer en République dominicaine. Il y a ceux qui vivent ici la moitié de l'année, quand c'est l'hiver dans l'Hexagone, et ceux qui s'y sont implantés définitivement. On recense 6 000 résidents français dans le pays.